chers auditeurs, chers téléspectateurs de Gani Malian TV. Une fois de plus, merci de nous retrouver sur Gani Malian TV et dans le cadre de l'émission Parole aux Africains, c'est chaque vendredi. Chaque vendredi, nous décryptons avec nos invités. Et généralement, vous avez au plateau ici Dr Silla Traoré qui est avec nous et puis les doyens Daniel Koulibaly. D'autres invités aussi y participent, mais je pense que ce sont les plus réguliers, les plus fréquents, ceux que vous découvrez le plus. Sinon, nous avons invité ici les frères Abdouniang, Drissa Memeta, Moussa Zandiara et d'autres encore. Cette fois-ci, nous allons parler du voyage du président de la République, son Excellence Assimi Goïta, en Russie. La Russie, c'est une grande république, c'est une fédération. Il a non seulement visité Moscou, mais il était aussi du côté de la République de Tatarstan. Pour en savoir davantage, nos deux experts vont nous aider à éplucher toutes les questions, entrer si possible en profondeur. S'il y a des choses à décoder, il faudrait décoder. S'ils ont des conseils, des suggestions à lancer, ils ne vont pas hésiter une seconde. Docteur Silla Traoré, bonjour. Bonjour, général. Bonjour, mon co-débattier et mon oncle Koulibaly. Bonjour les téléspectateurs. Et bonjour tous les travailleurs de Gani Malien. Je les salue sans exclusion aucune. Ok, merci beaucoup. Bienvenue à vous. L'inspecteur à la douane à la retraite, M. Daniel Koulibaly, bonjour. Bonjour Diawara, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour au travers de Gandhi TV. Bienvenue aux téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. Droit d'aînesse oblige. Doyen, nous commençons par vous. Entrez à la matière. Vous avez quelque chose à dire? Vous qui surveillez aussi ou vous fréquentez régulièrement les réseaux sociaux, vous avez quelque chose, vous avez remarqué quelque chose qu'il faudrait rectifier ou il faudrait éclairer la lanterne du public malien, voire du public africain qui est en train de nous suivre? Bien entendu, j'ai remarqué une fois, il y a quelques jours seulement, hier ou avant-hier, le président d'un parti politique brandir un récépissé pour se défendre et dire ceux qui veulent faire de la politique qu'ils aillent prendre un récépissé. Okay. C'est une erreur de langage et c'est justement ce que nous, Maliens, enfin, nous combattons en réalité. En quoi c'est une erreur de langage? Le récépissé, c'est fait pour un groupe. Il n'y a pas de récépissé individuel à quelqu'un pour faire de la politique. Et c'est justement cette mauvaise image qu'on a donnée quand on a pris soi-même un récépissé. Le parti politique est individualisé, ça devient mon parti politique. Le récépissé, même quand on n'a pas de récépissé, on peut faire de la politique. C'est le cas de tous les candidats indépendants, tant au présidentiel, aux législatives qu'aux municipales, qui n'ont pas de récépissé, ils peuvent se présenter à toutes ces élections sans récépissé. Donc c'est une mauvaise interprétation de dire que aller chercher un récépissé si vous voulez faire de la politique. L'absence de récépissé n'interdit à personne de faire de la politique et même à postuler pour des postes de président de la République. Donc c'est un lapsus, c'est une incongruité, c'est une mauvaise compréhension et c'est ce qu'on veut enlever justement de la politique. Oui, ATT a été candidat sans être membre d'un parti. Sans être membre d'un parti. Il y a combien de députés indépendants, des gens qui ont été députés indépendants de tous les partis politiques? Dans les conseils municipaux, il y a combien de conseillers municipaux qui n'ont pas de parti et n'ont pas de récépissé, ils font de la politique. Évidemment, ATT était candidat indépendant, il a même remporté les élections. Voilà. Et donc, il n'avait pas un récépissé. Et beaucoup de partis avaient fait bloc derrière lui. Voilà. Et dire que il faut aller prendre un récépissé si vous voulez faire de la politique, ça n'a pas de sens. Ah, okay. C'est ce que je voulais rectifier. Bon, je pense que c'est dans le cadre d'une erreur où si les politiciens en question pourraient, s'il a le temps, oui, ils pourraient corriger ou pourraient donner d'amples explications. Dans le cadre de notre émission, vous avez suivi avec moi, c'est le voyage du président de la République en Russie, un voyage du 22 juin au 26 juin. Et je crois que c'est une première fois qu'il séjourne aussi longtemps à l'étranger. Docteur Silla Traoré, nous commençons par vous. Comment voyez-vous ce voyage? Comment analysez-vous ce voyage? Merci, général. Avant de faire quoi que ce soit comme analyse,
En tout cas, tu me permets, puisque le président de la République du Mali est allé en Russie. Oui. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est le thème principal de notre débat cet après-midi. Et si le général me permet, je me répète une deuxième fois. Allez-y. Je voudrais quand même, pour les russophones, prononcer quelques mots de russe. Ah bon? Allez-y. Alors après, je vais traduire. Ok. Dabro Pajalovat. Я передаю привет русского народа, специально Владимира Путина. Большое спасибо. Oui. Traduction. Traduction, comme j'ai fait un peu de russe au lycée, voilà. Et ça fera plaire peut-être, ça plaira beaucoup aux russophones, ceux qui nous écoutent. Ça veut dire simplement que, voilà, je salue tous les peuples russes. Ok. Et spécialement leur président Vladimir Poutine, et un grand merci. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour ces mots. Avant de parler du voyage, on peut un peu parler de la Russie, parce que, voilà, la Russie, c'est quoi même? Voilà, c'est quel pays, il occupe quel rang? Normalement, la Russie est le premier pays au monde, je ne dis pas normalement, la Russie est le premier pays au monde le plus grand de par sa superficie. 17 millions de kilomètres carrés. Plus de la moitié d'Afrique. Plus de la moitié d'Afrique. Et j'ai même fait une petite comparaison. C'est 30 fois la France. 30 fois la France. Et combien de fois l'Europe? À peu près... 10 fois là. Non, pas l'Europe. Pas 10 fois, mais une fois et demie. Oui. Voilà, une fois et demie l'Europe. Pour une population de 146 millions d'habitants. Et la Russie a 21 républiques, c'est une fédération. Administrativement, il y a 46 régions et des régions semi-autonomes également. En gros, c'est ça la fédération de la Russie. Le président de la République, son déplacement, je le place exactement dans les principes que lui-même il avait eu à dire quand il venait au pouvoir. Les trois principes là, c'est-à-dire le principe du respect de la souveraineté, le principe du respect du choix stratégique et le principe du respect de l'intérêt du Mali. Donc ça rentre dans le deuxième principe sans dire son nom. Choix stratégique parce que quand le Mali fait buter à ces problèmes-là, il fallait trouver une solution. On a été partout pour chercher des partenaires pour nous aider. On a tapé à toutes les portes, on a misé à tous les chevaux, mais la porte seulement qui s'est ouverte pour nous, ça a été la porte de la Russie. Et les résultats sont là. Le Mali avait perdu pratiquement 2 tiers de son territoire. Et l'armée malienne est à saluer. Les autorités sont à saluer par leur résilience, ils ont cru. Parce que ce combat-là, c'était le Malien qui devrait le mettre, qui devrait le faire. Heureusement qu'on a pu être aidé par la Russie. La Russie nous a vendu du matériel, il nous a apporté les techniques et tout ça, la formation. Ce n'est pas rien. Donc, je pense que la visite du président en Russie, c'est de pouvoir consolider cet acquis-là et essayer de tâter d'autres terrains pour voir en tout cas ce qui est bon pour nous et ce que la Russie peut continuer à nous fournir dans le cadre vraiment de notre combat, de l'émancipation et de notre développement. Et je vois la visite là sous cette optique. Merci. Doyen. Bon, il y a 2 objectifs à cette visite. Ouais, allez-y. Un premier objectif qui est l'approfondissement des domaines de coopération qu'il y avait entre nous, notamment dans les domaines stratégiques et de coopération internationale. Le second problème, c'est l'élargissement ou l'ouverture de nouveaux domaines de coopération. C'est en cela que notre coopération avec la Russie, jusqu'ici, avec la crise sécuritaire qu'on avait, était centrée sur la défense et la sécurité. Aujourd'hui, de plus en plus, on veut s'ouvrir à d'autres domaines
de coopération, notamment nous viendrons à tous ceux qui ont été cités comme étant les accords qui ont été signés et qui prouvent que le Mali veut s'ouvrir à d'autres horizons, comme tu l'as dit, le choix de nos partenaires stratégiques dans toutes les matières, pas seulement la défense, mais aussi commerciale. Voilà. Et il y a tous ces domaines qui s'ouvrent, et je crois que c'est dans ces deux-là que ça... Et l'approfondissement des domaines de coopération que nous avions déjà entre nous, élargissement ou ouverture de nouveaux domaines de coopération dans d'autres secteurs. Ok. Voilà. C'est ce qui explique en tout cas ces voyages de 4 jours. C'est ce qui explique ces voyages de 4 jours. Voilà. Merci beaucoup. Nous restons avec vous, doyen. Si c'est ce qui explique ces voyages de 4 jours, alors à quoi pouvons-nous nous attendre concrètement dans le cadre de ces voyages pour le Mali ou bien peut-être même pour l'AES, voire pourquoi pas pour l'AES, parce que le président Assimi, il faudrait le rappeler, c'est le président en exercice aussi de la Confédération de l'AES. Donc il a séjourné durant 4 jours en Russie. Nous savons sans doute, peut-être qu'il doit avoir des accords à la clé, il doit avoir peut-être des pré-accords, il doit avoir des discussions. Et à quoi s'attendre concrètement de ce voyage? Pour le Mali et pour l'AES. Oui. Prenons pour le Mali d'abord. Il y a l'approfondissement de la coopération dans les domaines qui étaient les nôtres, en matière de défense, en matière de sécurité, en matière de formation, en matière d'enseignement, en matière de diplomatie. C'était des domaines dans lesquels on coopérait avec la Russie déjà. Ensuite, il y a l'inauguration de nouveaux domaines, comme je l'ai dit, de nouveaux domaines de coopération en matière d'infrastructures, dont les chemins de fer, en matière de pêche, d'énergie, de mines, d'agriculture, d'innovation technologique, d'éducation. Et toutes ces coopérations, ils ont signé 3 accords déjà. Un accord cadre, je peux le dire, de notre coopération qui s'inscrit, qui inscrit au fronton de cet accord les 3 principes que le président a toujours évoqués: le respect de la souveraineté, le respect du choix stratégique de nos partenaires et le respect des intérêts du pays. Et c'est ça qui est dans ce premier accord et qui encadre tous les autres. Ensuite, il y a un accord sur l'énergie. La Russie est très forte en technologie nucléaire, et donc il y a des accords qui ont été signés pour l'énergie atomique à usage civil, pour qu'on ait de l'électricité à bas coût. Ensuite, le 3e accord qui a été signé, les accords commerciaux. Donc ce sont les 3 accords qui ont été signés, mais qui, d'une manière générale, vont intégrer tout ce qu'on fait avec la Russie dans son ensemble et même avec le Tatarstan aussi. Bon, il y a en fait une réorientation de nos relations économiques qui peut nous permettre de corriger les erreurs que nous avions commises dans les accords qu'on avait eus, par exemple dans le domaine des mines, ou corriger ces imperfections. Ça reviendra à rehausser la participation du Mali dans le partage des bénéfices. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les contrats miniers qui avaient été signés en son temps, le Mali n'avait que 20% des bénéfices. 20%, je dis bien, des bénéfices. C'est à cause de l'ancien code minier qu'on avait. L'ancien code minier, tous les contrats anciens qu'on avait, c'est l'occasion de faire des contrats miniers en rehaussant la participation du Mali aux bénéfices réels. Ça, c'est le premier point. Il y avait aussi une règle en matière de relations nation à nation, pays à pays, d'État à État. C'est la clause de la nation la plus favorisée. La clause de la nation la plus favorisée, on l'a appliquée au domaine des contrats miniers. C'est-à-dire, moi, je signe un contrat avec des avantages. Celui qui viendra 10 ans après moi et qui signe des contrats, mais avec des avantages qui n'étaient pas inclus dans mon contrat, automatiquement, je bénéficie aussi de cet avantage. Ça nous a maintenu la tête sous l'eau. Et c'est ce qu'on appelle, moi en tout cas, on a appliqué ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, on l'a appliquée dans le secteur des contrats miniers.
Et moi, je l'appelle la clause de l'entreprise la plus favorisée. Ensuite, on va désormais veiller à diminuer, sinon même à enrayer les innombrables exonérations qui courent dans ce secteur-là. Il y a pratiquement des exonérations pour tout et rien. Ensuite, on va consolider les règles de respect de l'environnement. Parce que les miniers qui sont là ne se préoccupent pas trop de l'environnement, malgré que leur contrat comporte des clauses de préservation de l'environnement. Oui. Mais parce qu'ils sont obligés, il faut forcément passer par le ministère de l'Environnement qui doit délivrer un acte qu'on appelle le permis d'impact environnemental. Mais ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté, oui, effectivement. Voilà, on va en profiter désormais pour faire respecter ces choses. Ensuite, on va créer de nouveaux emplois pour la jeunesse malienne parce qu'on va faire en sorte qu'il y ait une formation de la main-d'œuvre pour éviter qu'on importe chaque fois à floraison de la main-d'œuvre étrangère, ce qui va obérer l'emploi au Mali. Désormais, on va leur demander de former, on doit leur demander de former de la main-d'œuvre sur place. Et d'ailleurs, je crois que c'est à leur avantage. Ensuite, le transfert de technologie, c'est-à-dire qu'on va ouvrir. Je crois, j'ai entendu dans les propos du ministre de la Défense qu'ils sont partis, ils ont visité des usines. Et ils veulent implanter des usines ici pour diminuer notre dépendance en armement par rapport à d'autres pays. Et donc, il faut, en même temps qu'on va implanter des industries, même minières, il faut opérer un transfert de technologie. C'est la seule chose qui fera qu'on va commencer à décoller. Ça s'accompagnera avec une formation technique de la main-d'œuvre, comme je l'ai dit. Il y aura une meilleure coopération pour l'AES. Ça, c'est pour le Mali. Pour l'AES, moi, je pense qu'il y aura une meilleure coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. C'est plus généralement. C'est dans ce domaine que l'AES sera prise en compte dans son ensemble. Voilà les 2 points que j'ai pu... Merci beaucoup, doyen. Docteur. Merci, général. À quoi s'entendre pour le Mali et l'AES? Je reformulerai la question, parce qu'on ne peut pas dissocier le Mali et l'AES, à mon entendement, là où nous sommes. L'AES, c'est le groupement sous-régional dans lequel nous, on se trouve. Le Mali n'est pas seul. On est en train d'harmoniser tous les textes, que ce soit juridique, économique et tout ça. Et ce qui va arriver au Mali, les bénéfices que le Mali escomptera, ces bénéfices-là même seront les mêmes que tous les pays de l'AES. Vous savez, mon co-débatteur, il a tout dit pratiquement. Tous les domaines qu'on peut embrasser, ça va au-delà. Au début, c'était une question de sécurité et tout ça là, mais ça va au-delà de tout ça. Il y a les questions de sécurité, il y a les questions aussi économiques qui sont extrêmement importantes. Donc, je pense que le président est allé pour négocier pour l'AES tout ce qui peut être bon pour nous. C'est ça, en fait, pour se résumer. Moi, je pense que c'est une visite vraiment qui est à saluer. Et c'est digne aussi de confiance parce que même les images parlent d'elles-mêmes. Être réussi à un niveau comme ça, un président africain, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est que la Russie est une nation qui est... On va rentrer dans d'autres questions. C'est une nation qui est digne de confiance. C'est vrai, la coopération entre le Mali et la Russie, on ne doit pas faire perdre de vue tout ce que la Russie a fait pour le Mali au lendemain des indépendances. Toutes ces grandes écoles du Mali, c'est la Russie qui a construit pour nous. Et la Russie nous a même beaucoup aidé dans le domaine minier avec les mines d'or de Kalana, la Sojemorg. C'était une sorte de mine. Si ce n'était pas l'Afrique du Sud, aucun pays africain n'avait des mines souterraines. Bon, les choses
ont commencé à se dégrader un peu entre nous. Et puis avec l'éclatement de l'Union soviétique, voilà, beaucoup de problèmes sont venus. Heureusement, la Russie a eu des autorités très très visionnaires comme le président Poutine qui a salué. En tout cas, il a ramené la Russie à un niveau extraordinaire. Parce que ce que les gens ne savent pas, il y a même un président d'un pays limitrophe qui avait commencé à nous jeter des mauvais sorts parce qu'on avait voulu donner notre destinée à la Russie en disant que la Russie est la 11e puissance économique du monde, que la Russie ne peut que nous vendre des vieux armements et tout. Ça a été dit. Il s'agit d'Alassane Ouattara. Exactement, ça a été dit. Ça, c'est un mépris. Sinon, moi, je reviens toujours à l'autre là, à notre ministre des Affaires étrangères, lors de son fameux débat là. Vraiment, il a dit aux Blancs, nous, il y a le terrorisme chez nous, il y a des problèmes. On ne peut pas lutter contre un terrorisme avec un bâton. Et vous avez refusé de nous vendre des armes létales. Celui qui a accepté de nous aider en difficulté, alors on dit que c'est ça ton vrai ami. Cela va sans dire. C'est ça, entre la Russie et le Mali, que la confiance là est renouée encore. Et vivement cette confiance-là. Et ça peut nous conduire loin, loin. C'est à nous de savoir vraiment jouer avec les Russes. Ok. C'est à nous de jouer avec eux. Il s'agit bien sûr de collaborer, de nouer davantage de relations. Doyen, et toujours dans ces cadres, dans cette optique, le président, son Excellence Assimi Goïta, non seulement il a été à Moscou, mais ce n'est pas limité à Moscou. Nous avons vu qu'il est parti à Kazan. Kazan, c'est la capitale de la République de Tatarstan. Comment voyez-vous ce voyage de Moscou à Kazan? Déjà, mon co-débatteur a parlé de la République de Kazan. Il a dit, effectivement, l'État fédéral de Russie compte 21 républiques. Oui. Il faudrait peut-être, pour l'information de nos auditeurs qui ne suivent pas trop, qu'ils sachent que c'est une république, les 21 là sont des républiques autonomes de l'État fédéral de Russie, qui en compte 21, comme je l'ai dit, et qui dispose d'une autonomie politique et administrative, avec son hymne, avec sa constitution, avec ses langues de travail. Et donc, mais le tout s'inscrivant dans la constitution fédérale. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, c'est des républiques qui ont leur propre constitution, leur hymne et tout, mais qui s'inscrivent dans la République, dans l'État fédéral, dans la constitution fédérale de la Russie. Ils ont une autonomie de gestion dans beaucoup de domaines tels que les affaires culturelles, éducatives et même en matière de commerce. Bon, le Tatarstan dispose de beaucoup de pôles industriels, comme la fabrication des hélicoptères. Il y a des camions tatars, il y a aussi des machines agricoles qu'ils fabriquent. Donc il y a un ensemble de pôles industriels qui intéressent le Mali. C'est pourquoi le président a fait le déplacement à ce niveau-là. Mais sans compter que c'est une des sociétés du Tatarstan qui est en train de construire, qui doit construire la raffinerie d'or du Mali, dont l'inauguration, la pose de la première pierre a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a d'autres domaines dans lesquels on va coopérer. Je rappelle que le Tatarstan, c'est l'une des républiques dont la population est plus nombreuse, parce qu'ils sont à 1,3 million et quelques mille, alors que les autres sont à 300, 900, 800. C'est l'une des républiques les plus peuplées de la Russie. Il y a aussi une invitation qui a été lancée au président pour un forum l'année prochaine. Il y a une invitation aussi. Sur les finances d'ailleurs. Oui. Ils pratiquent une finance islamique. Et tous ces domaines de coopération, le Mali est invité effectivement dans le cadre d'un forum l'année prochaine du Tatarstan. Donc, la Russie, c'est un bloc, mais à l'intérieur, il y a des républiques autonomes qui peuvent avoir des coopérations avec d'autres États, bien sûr. Et je constate que, je crois, j'avais cru entendre que
le président de la République, lorsqu'il se déplaçait pour aller à Kazan, il était accompagné du vice-ministre de la Défense russe. Donc, ce qui veut dire que la coopération en matière de défense était aussi encore plus importante et qui nécessitait l'accompagnement du vice-ministre de la Défense. Ok, merci. Docteur, si vous avez quelque chose à ajouter, sinon... Évidemment, cette république de la Russie, c'est une république pratiquement islamique, parce que la majeure partie de cette population pratique un islam sunnite même. En fait, il y a des Russes orthodoxes et tout, mais les musulmans sont en majorité. Oui, la majorité dans la République de Tatarstan. Oui, exactement. Ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas, dans les petites classes, en terminale, quand on nous étudiait, on nous enseignait les États-Unis, surtout l'économie des États-Unis, ils parlaient de belt, cotton belt, corn belt. Voilà, il y a des États qui se sont spécialisés dans peut-être l'agriculture du coton, peut-être dans l'agriculture du maïs, peut-être dans les industries manufacturées et tout. Donc, les États étaient comme ça. C'est exactement la même chose qui s'est fait aussi en Russie, mais qu'on ne dit pas. La République de la Tatarstan est une république très, très riche. Pratiquement, si on fait la comparaison, ça doit revenir en 3e ou 4e pays de la fédération. C'est-à-dire après Moscou, Saint-Pétersbourg, je pense que c'est ce territoire-là qui vient. Et bizarrement, quand on les voit, ce n'est pas une très grande superficie, mais elle est densément peuplée. Industriellement, la Russie fabrique beaucoup de ces industries manufacturées là-bas, notamment l'industrie de l'armement. Oui. Même les hélicoptères MI sont fabriqués là-bas. Et ces hélicoptères-là, tout le monde le sait, au mois de février passé, les Bamakois ont vu ça passer sur leur tête. Et j'avoue que c'est des machines de dernière génération, des hélicoptères multifonctions qui peuvent prendre les troupes sur le combat, qui peuvent aussi combattre sur le terrain. Donc, mon oncle a eu à parler aussi de leurs camions, les camions qui fabriquent. Pour ceux qui ont vu Rallye Paris-Dakar, avant c'était des camions de la comment on appelle le pays là encore, Tatarstan. Tatarstan, qui était tout le temps premier. Et c'est des camions qui sont adaptés à des zones très très difficiles. Donc c'est des camions qui peuvent aider beaucoup l'armée malienne pour le transport de troupes et tout. Et ils ont parlé aussi de technologie, du transfert de technologie, les mines, surtout le gaz et le pétrole. Ce qui est sûr, ceux qui viendront pour l'exploitation du pétrole du Mali et pour l'exploitation de l'or viendront de ces contrées-là. D'où le déplacement du président là-bas. Et on est en train de voir aussi avec eux comment le co-débatteur a dit, le transfert de compétences, c'est ça qui est extrêmement important. Et réduire de manière drastique notre indépendance vis-à-vis d'eux quand on commencera vraiment à acheter le matériel. On va peut-être commencer à fabriquer des pièces de rechange chez nous, petit à petit. On parviendra nous-mêmes un jour peut-être à fabriquer ces engins-là. Parce que c'est un pays qui est en guerre, on ne sait pas, la guerre a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Et voilà, toute l'importance de cette visite-là. En tout cas, c'est une visite, personnellement, je l'ai dit, ça m'a beaucoup plu. Et on aime des dirigeants comme ça. Voilà. Mais pourquoi ça vous a beaucoup plu? Parce que là, vous prenez totalement position. Bon, oui, en quelque sorte, parce que je ne suis pas trop passionné, mais j'aime bien mon pays. Quand je vois quelque chose qui est bien pour mon pays, évidemment, ça me plaît, quoi. On reste avec vous, toujours dans le cadre de ça, vous a beaucoup plu. Ce qui pose la question sur les partenariats Mali-Russie, AES-RIS. Pensez-vous, Dr Sylla, nous restons avec vous, que la Russie est vraiment ces partenaires qu'il fallait pour le pays de l'AES? J'ai dit oui. Pourquoi oui? Je le dis et je le maintiens. Je signe et je persiste.
quand on avait besoin d'aide, personne n'a voulu nous ouvrir la porte. Seule la Russie a voulu nous aider. Et d'une manière vraiment très honnête, sans ambiguïté, sans filtre. La Russie a pris sur elle de nous offrir du matériel de combat. D'abord les hélicoptères, les munitions et tout. Pour celui qui se rappelle, quand ces fameux démocrates ou des fameux combattants contre les terroristes, les fabricants de terrorisme ont sémé cette mauvaise graine de terroristes chez nous, et ils étaient les pompiers pyromanes. Ils n'ont jamais pu nous aider, et le terrorisme gangrénait. Le Mali, alhamdulillah, on peut dire aujourd'hui, le Mali avait perdu beaucoup de territoires, et le Mali était sur le point vraiment d'être divisé comme le Soudan du Sud, et comme d'autres pays. Heureusement, les dirigeants qui étaient là ont bien vu venir les choses. Alors, ils ont pris à bras le corps ces combats-là. On pouvait pas, quelqu'un d'autre ne pouvait pas faire le combat pour nous. Il fallait s'assumer. Et c'est pour cela que, voilà, on est allé du côté de la Russie. Je connais bien les Russes qui connaissent leur histoire. Les Russes n'ont causé de problèmes à personne. C'est des gens qui sont plutôt honnêtes. On les a connus plutôt honnêtes. Et même quand on fait un peu de l'histoire, quand on divisait l'Afrique à la conférence de Berlin avec Otto von Bismarck, les Russes étaient présents. Ils se sont partagés le monde, mais les Russes n'ont jamais voulu prendre un territoire pour imposer leur volonté. Et depuis là, il fallait comprendre. Donc ils n'ont pas un passé colonial? Non, pas du tout. Ok, merci. Doyen, les Russes, partenaire qu'il fallait pour l'AS? Je crois que c'est la situation politique qui nous a imposé de nous tourner vers la Russie. Okay. Quand on était en partenariat avec les pays occidentaux néocolonialistes, quand on a vu le résultat de toute cette flopée de pays qui sont venus avec leur armée, occuper notre territoire sans résultat probant, le Mali ne faisait que s'enfoncer. Plus de 60 pays étaient présents. Voilà, plus de 60 pays étaient présents, et pour quel résultat? Et je crois que nos dirigeants actuels qui ont fait le Nord, qui pendant ces 10 ans, beaucoup étaient sur les charbons ardents au Nord, ont vu beaucoup de leurs éléments tomber à leur côté. Et ils ont vu qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes, que la coopération avec ceux-ci n'était pas une coopération sincère. À un moment donné, on atteint le fond du puits. On ne pouvait pas tomber plus bas. Et quand le coup est intervenu, on avait mis un président civil, on avait suivi. Mais vous avez vu, 9 mois après, ils se sont retournés parce qu'ils savaient que le chemin n'était pas le bon. Oui. On allait continuer à patauger avec ces pays occidentaux néocolonialistes et on n'allait pas s'en sortir. D'où le second coup d'État. Ils ont lomégé le président qu'ils avaient eux-mêmes mis en place et ils ont pris les choses en main pour résister. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur une chose. Au départ, la Russie n'avait pas totalement confiance à l'orientation qu'on avait choisie. Ils nous ont laissé, ils ont mis un peu de temps avant de s'engager. Et ceci aussi a une histoire. Mais ce n'est pas cela, je ne vais pas vous couper. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que par le passé, nous avons déjà une première coopération et que ça a été très mal tourné? Tu as marché sur ma langue. Okay. Mon co-débatteur avait rappelé la Russie était un élément de coopération très important pour le Mali à partir des années de 1960. Et la plupart de nos armements, c'était la Russie, une coopération dans le domaine minier, comme il l'a dit, avec Kalana. La Russie avec une très forte l'URSS. L'URSS avait une très forte coopération. Même le franc Mali, c'était là-bas. Hein? Non, le franc Mali, c'était en Tchécoslovaquie. Donc, mais qu'est-ce qui est arrivé? Surtout avec la chute du régime de Modibo Keïta, on a décidé de se départir de cette orientation communiste, socialiste à tendance communiste. Ce n'était pas la principale même raison des coups d'État contre le président Modibo? Une des raisons, oui. Une des raisons, parce que sur le plan économique, si on va dans ce domaine, le président Modibo avait fait le franc
il avait fait une politique de création d'usines qui était très bien, très très bien. Il avait créé son propre franc, c'était très bien, mais il n'avait pas les moyens de son ambition. Et je rappelle qu'à partir de 1962, quand ils ont fait le franc malien, c'est le président de l'époque, Modibo lui-même, qui a déprécié pour la première fois le franc malien. La dévaluation. Une dévaluation, un réajustement. Parce qu'au départ, c'était un franc CFA était égal à un franc malien. Mais ayant vu que sur le plan économique, on n'avait pas les moyens de faire rentrer des devises, lui-même a procédé à une dévaluation. Moi, je n'appelle pas ça dévaluation, un réajustement. Et on a perdu 50% du pouvoir d'achat des Maliens. Parce que les sociétés, entreprises d'État ne fonctionnaient pas comme des sociétés qui rentabilisaient. Les radios, par exemple, de Socoram étaient vendues à un prix inférieur au prix de revient. Et donc, c'est des entreprises qui allaient partir à la faillite. Oui. Et moi, je me souviens, c'est en 1966 qu'il est revenu pour signer les accords franco-maliens. En 1966, c'est Jean-Marie Conné qui a été signé ces accords. Le 2 décembre 1966, on a signé les accords. Et ces accords, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Couve de Murville, a fait un télégramme diplomatique à tous ses représentants en Afrique francophone pour dire que le Mali vient de signer des accords qui sont plus exigeantes que les critères de convergence dans l'UMOA. À l'époque, c'était l'UMOA. Et donc, le Mali s'est engagé. Et dans ce télégramme recette, il avait été dit que le Mali devait abandonner l'option communiste, socialiste communiste, que le Mali devait démanteler les sociétés entreprises d'État pour les vendre au privé, que le Mali devait... c'est le Trésor français qui allait surveiller le Mali jusqu'à ce que le Trésor estime que le Mali peut revenir, que le Mali devait revenir dans la zone franc. C'était les trois. Et ça, c'était extrêmement dur pour le Mali. Et donc, pour ce qui concerne Modibo, c'était une très bonne politique qu'il avait mise en place, mais il n'avait pas les moyens de sa politique. Et quand il y a eu la chute, c'était accompagné. Le fait, vous savez, en 1967, je crois, il y avait un grabuge dans le parti de l'UDPM même, entre l'aile dure, l'USRDA et entre l'aile dure et l'aile modérée. Il avait eu des problèmes au point que le 22 août, on a appelé au redressement de la situation. Il avait perdu la main sur le plan politique, à l'intérieur même de son parti. Donc ça, c'est juste... Mais c'est nous qui, avec le coup d'État, on s'est détaché de la Russie. Effectivement. Et idéologiquement, on s'est détaché de la Russie et de la Chine pour s'orienter vers les pays occidentaux. Mais, encore que, on a commis l'erreur de vendre les armements qu'eux, ils avaient vendus au Mali à des adversaires de la Russie. Et donc, dire que le Mali et la coopération, vous avez dit sincère, hein? Oui, sincère, oui. Il ne peut pas y avoir plus sincère que la Russie. Jusqu'ici, l'expérience nous a prouvé que la Russie a tout. Cependant, sur les réseaux sociaux, je vois souvent des gens qui disent la Russie a abandonné la Syrie. La Russie, pourquoi la Russie ne vient pas aider l'Iran? Mais ce n'est pas comme ça. Aucun pays ne va se porter au secours d'un autre si ce secours doit dépasser ou compromettre lui-même son existence. Ça, c'est un principe absolu. On peut aider dans la mesure du possible, mais pas s'engager à la place de quelqu'un dans une guerre. La Russie avait tenu la Syrie jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, le président syrien, Bachar, il est à Moscou. Bon, l'Iran, sur le plan diplomatique, sur le plan international, ils sont en train de soutenir l'Iran. Et on donnait mais ce n'est pas parce que les États-Unis ont bombardé que la Russie va venir aussi et ils vont bombarder qui? Israël? Non?
C'est sur le plan international que ça joue. Donc, les internautes qui disent pourquoi la Russie n'intervient pas, mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas du tic au tac, et surtout la Russie ne va pas venir en première ligne pour sauver un pays si cela devait lui-même l'entraîner dans une guerre qui va dépasser ses capacités. Non, ils ne le feront pas. Et surtout, faudrait-il préciser que c'est l'armée syrienne même qui a déposé Bachar al-Assad, qui a refusé de se battre. Les généraux ont fait sans doute une allégeance à Djoulani. Et puis le cas de l'Iran, c'est que l'Iran dit peut-être être encore autonome, et l'Iran peut être fier de ses capacités. Et je ne sais pas trop, il y a beaucoup d'aspects qu'il faudrait prendre en compte. Il faudrait aussi intégrer le fait que 20 à 21% des Israéliens actuels, beaucoup sont venus de l'Union soviétique, qui aujourd'hui, voilà, c'est la Russie qui incarne ce bloc-là. Donc, ça ne serait pas facile. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait prendre en compte. Donc, il faudrait dissocier ça du cas du Mali. Au même moment, les alliés les plus proches de la Russie, tels que la Biélorussie, n'a jamais été abandonnée. Non, tout comme la Serbie n'a jamais été abandonnée. Même une partie de la Géorgie. Oui, donc c'est des gens que nous... Et la simple preuve, c'est l'Est de l'Ukraine aussi. Les russophones qui sont là-bas, quand ils ont appelé au secours, ils sont arrivés. Bon, nous, de toutes les façons, nous sommes d'un pays souverain, un État indépendant. Et nous avons des relations de partenariat. La Russie est dans sa guerre contre l'Ukraine. Ce n'est pas à nous d'aller défendre la Russie. Nous restons dans le cadre d'une coopération. Donc la nature d'aide qu'il faut apporter à un pays, il faudrait préciser que ça dépend aussi du degré de coopération que vous avez avec le pays. Voilà, ça dépend du degré de coopération. Docteur, nous repartons vers vous. Dans les jours à venir, à quoi pouvons-nous nous attendre? Le président est de retour. Nous avons vu que le ministre de la Défense a fait un très beau discours disant que les Maliens seront appréciés. Donc, dans les jours à venir, à quoi pouvons-nous nous attendre? Oui, à beaucoup de choses. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand tu vas dans la brousse, c'est pour aller chercher des fagots. Oui. On ne part pas chercher des fagots en plein mer, quoi. Non. Les fagots de bois. Les fagots de bois en plein mer, les bois de chauffage. Oui. Quand on va là, on va chercher des bois de chauffage, on se rend dans la forêt, c'est ça. Donc, c'était là où on devrait partir. On a choisi un bon point de chute, on ne pouvait pas trouver mieux. Et la sincérité de la Russie fera que cette symbiose, cette association à bénéfice réciproque va beaucoup apporter pour le Mali dans un futur proche ou lointain. Et ce qui est un problème chez nous, c'est que nous sommes trop pressés. Nous, on veut seulement réaliser les choses avec un coup de baguette magique. On veut tout et tout de suite. On veut tout et tout de suite, non. Allons-y, mollo, mollo. Et personne les naît grands, on les dit, on les devient. C'est sûr que nous deviendrons grands avec ces partenaires-là. Ils feront de nous des grands. Témoins, je disais, témoins même de la qualité de l'accueil que notre président a eu. L'honneur, ça, il ne peut pas avoir plus que ça, quoi. Donc, c'est rassurant parce que l'homme ne fait rien pour rien. Si vous voyez qu'on a été reçu comme ça. C'est surtout leur avion qui est venu nous chercher. Leur avion qui est venu le chercher. Mais ça veut tout dire. On n'a même pas besoin de regarder ailleurs. Ça veut tout dire. Oui, doyen, vous ajoutez quelque chose? À quoi s'attendre dans les jours à venir? Oui, j'avais dit qu'il y avait deux objectifs. Un approfondissement de nos relations existantes déjà et l'élargissement à d'autres domaines de coopération. Et donc, avec les 3 accords qui ont été signés et avec les propos du ministre de la Défense qui pense déjà à installer une usine de production, par exemple d'hélicoptères ici, comme qu'ils ont visité, ou même de camions. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont compressantes, qui vont venir. Et ceci pour le bonheur de l'emploi au Mali, l'emploi de la jeunesse au Mali. Ensuite, j'ai suivi plusieurs fois où tu avais un cri de cœur. Il est temps d'exploiter nos mines, nos minerais. Oui. Il est temps que, même dans la guerre, qu'on puisse les exploiter. Il le faut. Il le faut. Et je crois que dans ce domaine, c'est un début d'exploitation de nos... Je crois que ça va suivre.
les recherches minières, tout ce qui s'ensuit pour essayer d'exploiter le plus vite possible. Mais comme l'a dit mon co-débatteur, ce n'est pas du tic au tac. On peut signer des accords, mais ce n'est exécuté que peut-être on va commencer à exécuter dans 5 ans, 6 ans. Les gens sont trop pressés. Mais je vois qu'il y a un élargissement à des nouveaux domaines de coopération qui seront bénéfiques pour le Mali et pour l'emploi au Mali. Et peut-être même, parce qu'ils ont mis l'agriculture en cause, je ne sais pas si tout l'engrais c'est au Tatarstan où il y a aussi ça vient d'autres pays, mais c'est un domaine de coopération très important pour l'agriculture. Voilà ce que je peux dire. L'exploitation prochaine de nos richesses minières est dans un cadre plus favorable au Mali que les accords miniers qu'on avait passés. Oui, mais même la fabrication des hélicoptères, c'est ce que nous avons cru attendre, comprendre quand même. Mais aujourd'hui, vu le contexte des guerres modernes, ultra-modernes actuelles, et ces fabrications des drones sophistiqués, ça ne serait pas beaucoup plus préférable aux hélicoptères? Bon, et ça, ce n'est pas forcément seulement parce que en matière de drones, il y a des pays qui devancent la Russie. Aujourd'hui, la Russie a rattrapé son retard. Rattrapé, mais qui n'est pas au même niveau que l'Iran et n'est pas au même niveau que les États-Unis, la Turquie. Donc là, c'est des domaines de coopération où on va chercher ce qui est à la pointe. Mais ça n'est pas exclu. On a parlé des hélicos, mais ce n'est qu'un premier pas. Peut-être que d'autres pas viendront, parce que les drones, aujourd'hui, sont des éléments majeurs dans les conflits. Et je sais que tôt ou tard, il va falloir qu'on s'y... Mais il y a aussi un problème de marché. On peut fabriquer des choses, mais il faut être sûr que le marché, on peut fournir. Il y a un marché à fournir. Voilà. Merci beaucoup. Nous restons toujours dans ce domaine de conflits et autres. Il y a une information qui circule de plus en plus, que des instructeurs ukrainiens viennent dans les pays voisins former sans doute certains groupes extrémistes contre les pays de l'Est. Et la preuve la plus palpable, c'est que les autorités de l'Ukraine ont eu à réclamer une embuscade contre les forces armées du Mali au niveau de Tinzaouatène. Et ça a été réclamé à Kiev, ça a été réclamé par leur ambassadeur aussi à Dakar. Quelle lecture, dorénavant, comment nous, pays de l'Est, vous en tant qu'experts, comment voyez-vous, on commence par vous, comment voyez-vous l'Ukraine si ces pays continuent sur cette lancée, comment voyez-vous l'Ukraine? L'Ukraine est un ennemi du Mali et des pays de l'AES. Il faut en revenir à la géopolitique qui a amené toute cette guerre en Ukraine. Comme je le dis, l'Ukraine, c'est un exemple de ce qui s'est passé en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, qui s'est répétée lors de la crise des fusées Pershing, des missiles Pershing et des S-200, je crois, en Allemagne. Se rapprocher de la Russie, c'est un danger pour la Russie. Je vous avais dit ici la semaine dernière que l'Ukraine est ce qu'on appelle un pays étranger de la Russie qui s'interpose entre la Russie et les pays qui lui sont un peu hostiles ou bien qui ne sont pas de son monde. Et la Russie voudrait avoir l'Ukraine comme un pays, une sorte de no man's land. Neutre. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans leur ambition d'installer l'OTAN à la Russie, quand la Russie a réagi, les pays occidentaux en tête avec la France se sont mis en tête de sanctionner la Russie. Et vous avez entendu le ministre des Finances de la France, à l'époque, Bruno Le Maire, dire qu'en 2 mois, ils vont mettre l'économie russe à terre. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y avait 3 objectifs. Pour les États-Unis, ils ont poussé la Russie à bout pour évaluer l'armée russe déjà, ce qu'elle vaut, l'affaiblir en vue de s'attaquer à son prochain objectif qui est la Chine. Ça, c'était le truc. Mais les Occidentaux aussi avaient intérêt à ce que la Russie soit affaiblie
Parce que la Russie, après, en 1989, il y a eu un démantèlement de l'URSS. Oui. Et puis Poutine, à leur grande surprise, est venu reprendre tout ça. Et il a réussi à faire une république fédérale avec 21 fédérations. 21 républiques, oui. Voilà. Et donc, il a réussi à remettre la Russie sur les rails. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire de la Russie, ce qu'ils font en Afrique. Émietter la Russie pour exploiter son sous-sol, qui est très riche. Donc, diviser la Russie. Et à part ça, il y avait la stratégie, c'est de rapprocher l'OTAN de la Russie. Et dans ce cadre-là, comme je l'ai dit, Bruno Le Maire a dit qu'ils se sont attaqués à la finance de la Russie. Malheureusement pour eux, la Russie a bien réagi et s'en sortait mieux qu'eux ne pensaient, que mieux qu'eux-mêmes. Alors, Poutine ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Poutine s'est dit, c'est la France qui est en pointe dans cette affaire-là. Je n'ai pas besoin de m'attaquer à la France ici. Je vais couper l'herbe sous les pieds de la France en Afrique de l'Ouest. Et ça a coïncidé avec notre volonté de... Notre révolution pour acquérir notre propre souveraineté. Et donc la Russie est venue ici nous aider, mais il y avait une arrière-pensée, faire chuter l'économie de la France. Et c'est à cela qu'ils sont en train d'arriver. Si vous voyez Macron en train de crier et de la bave aux lèvres, c'est parce que ils sont en train de leur enlever le substrat de l'économie, ce sur quoi ils allaient se reposer pour le futur. Ils ont une dette record aujourd'hui. Voilà. 3145. Et donc la Russie a fait payer à la France ce que la France a voulu lui faire. Ce n'était pas innocent simplement qu'ils viennent chez nous. Nos intérêts ont coïncidé. Et donc, dans cette affaire-là, l'Ukraine n'a pas d'autre moyen. Ce n'est pas... L'Ukraine a attaqué, a aidé à l'embuscade à Tinzaouaten sur ordre de la France, qui ne peut pas sortir la tête, mais qui passe par l'Ukraine pour essayer d'empêcher la Russie de nous aider à nous libérer. Parce que c'est ça le vrai combat. Oui. On retourne dans les giron français. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucun moyen de venir avec leurs troupes descendre dans l'un de ces trois pays-là. Ça ne marchera pas. Avec le parapluie, ils ont cherché à l'ONU. C'est là, la Russie nous a été d'un apport inestimable. Aujourd'hui, sur le terrain, la Russie est là. Vous voyez, la coopération avec des éléments de la Russie qui étaient venus nous soutenir, ça, on a changé la nature de la coopération. Désormais, c'est Africa Corps qui vient ici. C'est une présence militaire plus affirmée. Et donc, de plus en plus, l'AES est en train de s'éloigner du champ de possession de la France. Et aujourd'hui, moi, je crois que c'est à cela que va servir, que l'Ukraine tente de servir. Derrière l'Ukraine, il faut voir la France, la main de la France, qui est en train de tout faire pour que la Russie arrête de nous aider. Mais je crois qu'on est parti trop loin, mais ils ne vont pas se rendre comme ça. Oui, docteur. Évidemment, Koulibaly, je dirais que la France a fait manger son piment par la bouche de l'Ukraine. Et les Ukrainiens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que le Mali, jadis aussi, avait des relations vraiment de fraternité, beaucoup d'amical avec l'Ukraine. Malheureusement, les Ukrainiens se sont fourrés dans un problème. Les Européens, l'OTAN s'est servi de l'Ukraine. Et là, ça a brisé pas mal de choses. Parce que quand on voit sous l'angle de la relation Ukraine-Russie, quand on voit les relations, c'est une relation séculaire. Il y a des russophones en Ukraine, il y a des Ukrainiens aussi en Russie. D'ailleurs, l'Ukraine n'était même pas une entité comme ça, elle a été donnée par Khrouchtchev, je pense. C'est Khrouchtchev qui a donné l'Ukraine, une partie de l'Ukraine, la Crimée précisément. À l'Ukraine. Donc l'Ukraine était liée à l'Europe, à la Russie. La Russie faisait beaucoup de facilité à l'Ukraine. Mais c'est le même peuple. C'est le même peuple. Ils parlent la même langue. Mais seulement les russophones qui sont là-bas avaient été vraiment malmenés à un moment donné de leur histoire. Après le coup d'État, surtout en 2014. Oui.
après le coup d'État de Maïdan. Et ce qui est surprenant, beaucoup de gens n'ont pas la mémoire assez fraîche pour comprendre. Lors des révolutions Maïdan, il y avait un candidat américain aux élections américaines. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de son nom. Il était là-bas pour soutenir cette révolution-là. Donc Zelensky, qui voit Zelensky venir, doit tout comprendre. Un comédien qui vient de nulle part. Et l'axe du bien, qui se dit l'axe du bien. C'est quelqu'un qui est manipulable. Manipulable, hein, c'est un pantin. C'est comme, je ne sais pas quoi, il est télécommandé, voilà, son console ailleurs. Et lui, il s'est mêlé de quelque chose qu'il ne sait pas. Et ce que Koulibaly a dit, c'est exactement ça. Et chez nous, ici en Afrique, on dirait qu'on n'écoute pas bien les émissions de ces Européens-là. Ils ont dit moult fois que leur avenir est ici en Afrique. Ils ont toujours vécu de nous. Macron même l'a dit. Macron l'a dit. Que voulez-vous, que voulons-nous de plus? Macron l'a dit, Chirac l'a dit, Sarkozy l'a dit, tout le monde Mitterrand l'a dit. C'est aux Africains de comprendre, est-ce que nous, on va rester éternellement des esclaves? Parce que quand tu vois tous les continents du monde, chacun a tiré son épingle du jeu partout. Quand on va en Asie, l'Asie mineure, et ils n'ont pas besoin de ces gens-là, ils ont acquis une certaine technologie. Quand on va, la Turquie maintenant dicter sa loi sur la fabrication des drones, on voit actuellement l'exemple le plus palpable, c'est l'Ukraine se faire l'Israël se faire malmener par l'Iran qui l'aurait cru. Simplement, c'est des histoires de formation, c'est des histoires de mise à niveau. Et chez nous, ici aussi, il y a des gens capables de réfléchir, capables d'apprendre et capables de faire de bonnes choses. Maintenant, les Ukrainiens, ils doivent cesser ces problèmes-là. En fait, le Mali ne les a rien fait. Le Mali, naturellement, n'est pas contre l'Ukraine. Non, on n'est pas contre l'Ukraine. Et ce qui est encore agaçant, qui fait mal, certains de nos voisins, avec lesquels même on est allé à l'indépendance ensemble, l'ambassadeur de l'Ukraine a eu le toupet de dire dans ces pays-là que l'embuscade tendue à l'armée malienne à Tezan-Ouattane, que c'est leur marque. Et ils n'ont absolument rien dit. Seulement, je me rappelle d'un député Sagnan qui a évoqué ça, et puis il y a un autre qui est panafricain là, et lui aussi il a eu à évoquer. Guy-Marie Sagnan. Guy-Marie, tout à fait. Sinon, directement, on devait relever cet ambassadeur-là. Si c'était le Mali, on inversait le rôle. Je mettrais ma main dans le feu que le Mali allait renvoyer cet ambassadeur-là. Mais nous, nos autorités doivent faire excessivement attention, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un mauvais ami n'est pas bien. Voilà. Un mauvais ami n'est pas bien. Il est avec toi tout le temps. Il chante l'amitié. Mais derrière toi, il te donne un coup de poignard. Très triste. Je voudrais faire une métaphore. Allez-y. En fait, la Russie a enlevé le pain de la bouche de la France, en Afrique de l'Ouest. Et ça, la France. Et vous avez vu, tout le temps, sur les France Média Monde, tout le temps, c'est la Russie qui est accusée d'avoir incité les pays de l'Afrique du Sahel à se rebeller contre eux. C'est à ne rien comprendre. Vous êtes là depuis 65 ans, vous êtes implanté, à supposer même que ce soit la Russie qui ait réussi ça, mais vous êtes là depuis 65 ans. Comment un pays aussi nouveau que la Russie, depuis 68, la coopération à peu près s'est arrêtée, vient vous renverser comme ça, comme un pot de fleurs, et reprendre votre place? Posez-vous la question. C'est que c'est vous qui avez un problème. Et je pense que son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, une fois dit ça publiquement, que les autorités françaises les approchaient pour discuter. Et c'est une sorte d'échange de l'Ukraine. C'est ce que la France la France était sur le plan de proposer, de mettre fin à tout soutien à l'Ukraine en échange que la Russie n'accompagne plus les pays africains qui veulent se libérer
ou qui sont en train de se révolter contre tout simplement sa domination illégale et injuste. Pour ajouter, si tu vois l'acharnement d'Emmanuel Macron à continuer à aider, en dépit de tout bon sens, l'Ukraine par l'envoi de moyens matériels et de financement, mais c'est à cause de cette affaire-là. Parce que le risque qu'encourt la France est plus grand que pour les autres pays occidentaux, que même pour les États-Unis, s'ils perdent les pays du Sahel. Or, nous savons, au début, Macron, il se faisait même passer le médiateur entre l'Ukraine et puis là. Bon, ce que j'aime bien du général, peut-être les gens ne suivent pas ces émissions. Sinon, le général a dit moult fois, le blanc a un logiciel. Il est temps que nous comprenions ces logiciels-là et puis c'est tout. Oui. Il faut savoir les découvrir. Il faut savoir les découvrir. L'émission tire vers sa fin. Docteur, votre mot de la fin? Bon, on dit mieux vaut être optimiste et avoir tort que d'être pessimiste et avoir raison. Moi, mon optimisme est à 200%. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais l'avenir n'est pas sombre. Les temps ne sont pas que difficiles ici. Les temps sont difficiles. Pas seulement au Mali. Partout. Voilà. J'ai dit, je globalise quoi. Okay. Les temps sont difficiles, mais l'avenir n'est pas sombre. Et ce qui est sûr, on est en train de voir le bout du tunnel. Et si les bons Maliens se donnent la main, en ne jouant pas à ces jeux d'hypocrite par excellence, en aimant le Mali, en mettant le Mali au-dessus de tout, je pense que ça ira. Notre pays est un pays immensement riche. Il suffit simplement d'une bonne dose d'organisation et d'amour pour le Mali et on s'en sortira, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donnez votre mot de la fin. Moi, je voudrais signaler une chose. Allez-y. Toute gouvernance repose sur la confiance. Et qui dit confiance dit abus de confiance. C'est le danger que courent toutes les gouvernances. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de faire confiance à ceux qui sont là. Et il y a eu le choix du Tatarstan. C'est un choix qui sont partis chercher comme une aiguille dans une boîte de foin. Comment ils ont vu tout ça? C'est une question de vision. On peut avoir confiance qu'ils ont une stratégie, qu'ils savent où ils vont et qu'ils ont une démarche, qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Simplement, nous sommes des civils, on dirait qu'ils sont un peu candides dans les relations. Ok, merci beaucoup. Voilà. Candide et Voltaire, merci beaucoup, doyen. Merci à vous, docteur. Merci à vous, chers publics, chers auditeurs et téléspectateurs de Gandi Malien TV, vous qui êtes fidèles à cette émission, Parole aux Africains, une émission qui a lieu chaque vendredi. Nous espérons vous retrouver le vendredi prochain dans le cadre d'un autre numéro. Et pour ceci étant, restez scotchés sur Gandi Malien TV. Il y a d'autres programmes qui vont continuer. Et nous vous souhaitons tout simplement bon courage, bonne chance et surtout prudence. Merci beaucoup.